À la une de l'actualité, les M23 ont tué 2 militaires sud-africains faisant partie du contingent de la SADC dans un obus de mortier. C'est le premier cas de décès enregistré dans le cadre de la mission de l'Afrique australe. Et entre-temps, les combats s'intensifient dans l'est du pays et c'est la population civile qui en fait les frais. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour le réfugié a appelé à la protection des déplacés et à la facilitation de l'accès à l'aide. Et dans le continent Addis Abeba, il s'est ouvert ce jeudi le 37e sommet de l'Union africaine sur fond de crises multiples. Les chefs d'État discuteront également sur les conflits armés en cascade que connaît le continent. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. C'est une première perte qu'enregistre le contingent militaire de la SADC déployé dans l'est de la RDC. 2 militaires sud-africains ont péri et 3 autres ont été blessés à la suite d'un bombardement du M23. Dans l'est du pays, les affrontements font rage entre les FARDC et les M23 soutenus ouvertement par le Rwanda. Les faits sont survenus le 14 février 2024 vers 13h30. Un obus de mortier a atterri à l'intérieur d'une des bases militaires du contingent sud-africain, faisant des victimes et des blessés aux soldats du SANDF. Le contingent sud-africain fait partie de la mission de la SADC en RDC abrégée SAMI-RC qui est déployée en soutien et en assistance au gouvernement congolais dans ses efforts visant à ramener la paix, la sécurité et la stabilité dans cette région. C'est à la suite de ces tirs indirects que la SANDF a enregistré 2 morts et 3 blessés parmi ses membres. Les blessés ont été transportés à l'hôpital le plus proche, à Goma, pour des soins médicaux, a rapporté un communiqué de l'armée sud-africaine. Les détails de cet incident sont encore flous pour le moment. Une enquête plus approfondie sera donc menée pour déterminer les raisons de l'incident. Le gouvernement sud-africain a exprimé ses sincères condoléances aux familles des soldats décédés et a souhaité un prompt rétablissement aux membres blessés. Mais dans le Nord Kivu, les combats continuent de faire rage dans les régions comme Nyanzale, Masisi, dans les collines des Kabasé et Ndumba et le plus en vue dans la cité de Sake qui est toujours sous le contrôle des forces armées de la RDC. Le soutien du Rwanda n'étant plus fait de manière voilée, c'est des munitions et des hommes à destination de mouvements rebelles, mais côté RDC, on ne jure que par la mise en déroute de l'ennemi qui ne saura plus tarder. La détermination du gouvernement congolais voit tous les jours des soutiens, notamment certaines femmes qui ont même pris des armes et ont rejoint la résistance. Mais en attendant le dénouement qui se prépare en grande pompe, les organisations et les médias du monde ont tous appelé la communauté internationale à accentuer la pression sur Paul Kagame. Et je le disais, le HCR a à son tour appelé à la protection des civils qui se déplacent par milliers à Saké et d'autres régions où des combats sont signalés vers Goma. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a condamné des bombardements aveugles sur des civils avant d'appeler à plus d'accès à l'aide. À la suite de l'intensification de violences la semaine dernière entre les forces gouvernementales et les groupes armés non étatiques dans l'est de la République démocratique du Congo, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés se dit profondément préoccupée par les conséquences désastreuses pour les civils, notamment sur les conditions de vie, où l'on estime que plus de 135 000 personnes ont été déplacées à l'intérieur du pays, fouillant la ville de Saké vers la capitale provinciale voisine, Goma. Le HCR et ses partenaires sont donc alarmés par les informations faisant état des bombes tombant sur des civils, notamment sur les sites de Zaina à Saké et sur les sites des Lushagala à Goma, où se réfugient jusqu'à 65 000 personnes déplacées à l'intérieur du pays, chose qui suscite des vives inquiétudes quant à leur sécurité. L'utilisation croissante de l'artillerie lourde et des bombardements lors d'affrontements autour de Goma constituent des graves menaces pour les populations civiles et déplacées, menaçant ainsi de faire davantage des victimes et de détruire le bâtiment utilisé comme abris communaux. La présence des munitions non explosées constitue une menace particulière pour les enfants. Depuis la première semaine de février, au moins 15 civils ont été tués et 26 blessés autour de Goma et des Saké.
Les bombardements aveugles amplifient ainsi la pression exercée sur des ressources déjà limitées pour accueillir 800 000 personnes déplacées à l'intérieur de la région et 2,5 millions de déplacés dans la province du Nord Kivu. La violence continue de restreindre l'accès aux populations isolées du territoire de Masisi et de Rutshuru, aggravant les difficultés rencontrées par les agences humanitaires pour fournir une aide essentielle. Le HCR souligne la nécessité impérative de sauvegarder la vie et le bien-être des civils et des personnes déplacées. Le HCR appelle également à la cessation immédiate des hostilités. Et au Sud Kivu, un incendie a été déclaré au marché central de Kadutu à Bukavu. Les marchands et les entrepreneurs n'ont pas été en mesure d'éteindre le feu qui attaquait déjà les bâtiments du marché. Un appel à l'aide a été lancé par les commerçants. Nous sommes en ligne avec le député national Olive Mudekeriza, l'élu de Bukavu, qui nous fait l'état des lieux de la situation sur place. Oui, je présente un message de compassion pour nos frères, nos micro-entreprises, les artisans, les PME, les petites et moyennes entreprises qui viennent de perdre encore une fois leurs biens, maisons, dépôts, magasins, marchandises, maisons d'habitation au marché de Kadutu. Vous savez, le marché de Kadutu pour nous et pour moi personnellement, je le considère comme notre GKM, notre mine, notre outil de travail, notre industrie. La grande partie de la population du Sud Kivu œuvre dans le marché de Kadutu. Je crois qu'aujourd'hui, on est au-delà de 30 000 marchands et marchandes dans ce marché. Donc, c'est toute une industrie qui part en fumée. L'incendie qui vient de consumer plusieurs dépôts, magasins ou maisons, ça dépasse. Et nous disons aux autorités, et nous ne cesserons pas de les plaider en disant, il faut commencer à réfléchir pour la ville de Bukavu, dans le cadre de l'aménagement du territoire, l'urbanisation de la ville de Bukavu, et un nouveau lotissement, l'extension, créer des zonings, les zones commerciales, les zones industrielles pour les écoles. Si on ne le fait pas, la ville qui était conçue pour 100 000 habitants, on est au-delà de 1,5 million ou 2 millions de plus. Et imaginez-vous dans les 5 ans à venir. Et nous avons maintenant plus de 3 problèmes pour la ville de Bukavu. Si ce n'est pas l'incendie, c'est l'érosion, c'est l'éboulement. Et l'incendie ne va pas s'arrêter. Un jour, on risque de voir cette ville embrasée par un feu qui quittera d'une peau d'une maison. Mais parce qu'il n'y a pas moyen ni de venir sauver. Les infrastructures de base ne pas à mesure. Il n'y a pas d'eau ni d'électricité. Il n'y a pas d'eau pour aller éteindre. Il n'y a pas moyen d'avoir des camions incendies ou passer. Pas de passage. Tous ce sont des problèmes. Et le projet d'autonomisation des femmes entrepreneurs et mise à niveau des petites et moyennes entreprises pour la transformation économique et l'emploi, projet Transformer RDC, a lancé les opérations de sensibilisation, identification et enregistrement des femmes micro-entrepreneurs dans les villes de Kinshasa, Matadi, Goma, Bukavu, Bunia, Mbujimayi ainsi que dans le Kananga. Il vise également le projet l'inclusion financière des femmes et la croissance des petites et moyennes entreprises. Cette opération est destinée à inscrire dans la base de données 50 000 femmes exerçant dans l'entrepreneuriat de production et des services à valeur ajoutée. 25 000 d'entre les femmes enregistrées seront bénéficiaires des appuis du projet. Pour cela, elles devront satisfaire aux critères de sélection qui portent sur la localisation dans les villes couvertes par ce projet, notamment Kinshasa, Matadi, Goma, Bukavu, Bunia, Mbujimayi et Kananga, l'activité existante dans les secteurs de l'agrotransformation, l'industrie légère ou les services à valeur ajoutée. C'est la femme congolaise âgée de 18 ans qui a une activité entrepreneuriale existante qu'elle peut prouver, qui évolue dans un des secteurs des activités que nous finançons. Pour rappel, nous sommes dans l'agrotransformation, les services et la petite œuvre. C'est une femme également qui est affiliée dans une des structures d'accompagnement et qui n'a pas déjà reçu l'appui du projet dans le cadre du PADRPE. Le projet vise ainsi à professionnaliser les femmes entrepreneurs afin de réduire la dépendance à l'égard de l'entrepreneuriat de nécessité et de soutenir l'expansion de l'entrepreneuriat d'opportunité. Cette activité
aura le mérite d'apporter aux femmes entrepreneurs une reconnaissance officielle qui leur permettra de mieux évoluer chacune dans son domaine d'activité. Le projet Transforme, projet d'autonomisation de femmes entrepreneurs et mise à niveau de petites et moyennes entreprises pour la transformation économique, a été conclu le 1er juin 2022 par le gouvernement congolais et la Banque mondiale pour soutenir la croissance et le développement de petites et moyennes entreprises dans les zones de son exécution. Il offre un programme complet de soutien pour les femmes micro-entrepreneurs, les nouvelles entreprises, le PME établi et les institutions de microfinance. Et en image seulement, en RDC d'abord, l'informateur désigné par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, Augustin Kabouya, est en conférence de presse ce jeudi. Sa première sortie publique. Cette conférence de presse a pour but d'expliciter ses missions d'informateur. Il va également présenter l'organisation et le calendrier de son travail, ainsi que les différentes étapes de la mission jusqu'à son rapport final à présenter à Félix-Antoine Tshisekedi. Sa conférence de presse se tient en ce moment même à l'hôtel Hilton de Kinshasa. Nous y reviendrons dans notre prochaine édition. Et en Afrique, le 37e sommet des chefs d'État et gouvernement de l'Union africaine s'ouvre ce 17 février à Addis Abeba en Éthiopie. En prélude de cette conférence, le Conseil exécutif a ouvert sa 44e session mercredi, au cours de laquelle le président de la Commission de l'Union africaine a adressé un tableau inquiétant de la situation sécuritaire en Afrique atteinte par plusieurs conflits et coups d'État. On va rester à Addis Abeba en Éthiopie pour parler de cet autre thème, éduquer une Afrique adaptée au XXIe siècle, construire des systèmes éducatifs résilients pour un accès accru à un apprentissage inclusif, qualitatif tout au long de la vie et pertinent pour l'Afrique. C'est le thème de la 44e session ordinaire du Conseil des ministres de l'Union africaine sur l'éducation, ouverte hier à Addis Abeba. Ces travaux qui ont démarré hier mercredi au Nelson Mandela Hall, dans la capitale éthiopienne, connaissent la participation de plusieurs ministres africains des Affaires étrangères, ainsi que ceux du secteur de l'éducation. Concernant la République démocratique du Congo, la ministre de la formation professionnelle, Antoinette Tshisekedi, prend part à ces assises aux côtés du chef de la diplomatie, Christophe Lutundula. La 44e session ordinaire du Conseil de ministres de l'Union africaine sur l'éducation se tient consécutivement à la décision de l'UA de consacrer l'année 2024, année de l'éducation, afin d'œuvrer davantage pour éliminer les freins qui ralentissent l'accès pour tous à une éducation et une formation de qualité. Pour la ministre de la formation professionnelle et métier Antoinette Tshisekedi Kabinga, cette rencontre constitue une véritable opportunité pour elle de faire le lobbying pour plus d'implication de pays africains dans la mise en œuvre du réseau africain, des cadres de qualification et des certifications créés à l'issue de la première table ronde de ministres africains en charge de l'enseignement et formation technique et professionnelle organisée à Kinshasa l'année dernière. Au-delà, Antoinette Tshisekedi Kabinga voudrait vulgariser auprès de ses pairs les 17 recommandations qui en sont sortis. La présence de la ministre de la formation professionnelle et métier à ces travaux se justifie par le fait que le concept ne se limite pas seulement à l'enseignement formel et général, mais également à la formation professionnelle et à l'apprentissage de métiers tout au long de la vie, la recherche et l'innovation. Et on fait le point de la situation de la guerre au Proche-Orient à présent. Les dirigeants du Canada, conjointement avec ceux de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, mettent en garde Israël contre son offensive. Les trois pays ont publié ce jeudi une déclaration commune, initiative rare, exprimant leur inquiétude profonde quant à leur poursuite par Israël d'une guerre qui dure depuis plusieurs mois. La guerre semble toujours prendre de l'ampleur au Proche-Orient. Dans une déclaration commune, les dirigeants de l'Australie, du Canada, de la Nouvelle-Zélande, alliés de Washington, ont mis en garde jeudi Israël contre une opération terrestre catastrophique dans la ville de Rafah, au sud de la bande de Gaza. Ils ont exhorté le gouvernement de Benjamin Netanyahou à ne pas s'engager dans cette voie. Les trois pays ont exprimé leurs inquiétudes profondes et croissantes
quant à la poursuite par Israël d'une guerre qui dure depuis plusieurs mois. Cette déclaration fait suite à des avertissements similaires de la part des États-Unis, d'autres alliés occidentaux et de l'Organisation des Nations Unies. Le président américain Joe Biden a déclaré plus tôt cette semaine qu'Israël ne devait pas lancer une éventuelle opération militaire à Rafah sans un plan crédible pour garantir la sécurité des civils. De nombreux efforts internationaux visant à négocier un cessez-le-feu entre Israël et les Hamas ont subi un revers mercredi alors qu'Israël aurait rappelé son équipe de négociation et que le premier ministre Benjamin Netanyahou a accusé les Hamas d'entraver les négociations sur les enjeux importants s'en tenant à des exigences délirantes. Les remarques du ministre Netanyahou sont intervenues quelques heures après que les médias locaux ont rapporté que les dirigeants israéliens avaient ordonné à une délégation israélienne à ne pas poursuivre les négociations au Caire, suscitant des inquiétudes quant au sort des négociations et des critiques de la part des familles des quelques 130 prisonniers restants, dont environ un quart seraient morts. Bien que les efforts de médiateurs dont les États-Unis, l'Égypte et le Qatar ont permis de rapprocher les parties belligérantes à un accord de garantir une trêve, le parti demeure très divergente sur les conditions d'un accord. Benjamin Netanyahou a promis de poursuivre la guerre jusqu'à la victoire totale sur les Hamas et a insisté sur le fait qu'une forte pression militaire garantirait la libération des otages. De son côté, les Hamas a avancé qu'il ne libérerait pas tous les prisonniers jusqu'à ce qu'Israël mette fin à son offensive, se retire de Gaza et libère un grand nombre de prisonniers palestiniens, y compris des hauts combattants. Je vous rappelle tout de suite les titres de ce journal. Le M23 ont tué 2 militaires sud-africains faisant partie du contingent de la SADC dans un obus de mortier. C'est le premier cas de décès enregistré dans le cadre de la mission d'Afrique australe. Et entre-temps, les combats s'intensifient dans l'est du pays et c'est la population civile qui en fait les frais. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a appelé à la protection des déplacés et à la facilitation de l'accès à l'aide. Et à Addis Abeba, il s'est ouvert ce jeudi le 37e sommet de l'Union africaine sur fond des crises multiples. Les chefs d'État discuteront également sur les conflits armés en cascade que connaît le continent. On va aller à présent de l'autre côté du studio pour la revue de presse. Restez avec nous. Nous lirons donc les journaux ce jeudi avec Moïse Chamala qui me rejoint de l'autre côté du studio. Bonjour Moïse, bienvenue à vous. Bonjour Gaëtan Kouba-Boranzi et merci. Bonjour à tous ceux qui nous suivent dès partout en RDC. D'abord, guerre dans l'est de la RDC. L'ambassadrice américaine a échangé avec le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Tout justement, Gaëtan Kouba-Boranzi, c'est ce qui nous rapporte les quotidiens congolais ACP qui écrit à sa une, Gaëtan, manifestation devant les ambassades, les USA marquent par l'intervention du gouvernement congolais. Gaëtan, ça s'est passé hier, cet échange entre l'ambassadrice des États-Unis, Lissi Tamline, et Félix Tshisekedi. Au cours de cette rencontre, les deux parties ont échangé sur divers sujets d'intérêt commun, notamment la situation sécuritaire dans l'est du pays. Ces discussions interviennent dans un contexte marqué par des manifestations dirigées contre certaines ambassades occidentales à Kinshasa le week-end dernier et les débuts de semaine. Les manifestants accusent ces ambassades d'indifférence à l'égard de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Gaëtan, dans une note d'information rendue publique ce mercredi, l'ambassade des États-Unis a réitéré son appel à tous les groupes armés non étatiques, y compris les M23, sanctionnés par les États-Unis, à cesser les hostilités et déposer les armes. Éducation en RDC, Christelle Wanga a tiré la sonnette d'alarme. Tout justement, Gaëtan Kouba-Boranzi, ça s'est passé à Addis Abeba et Netic Info nous en dit plus avec ce titre Addis Abeba. Christelle Wanga interpelle l'Union africaine sur la situation
de l'enfant congolais dans les zones des conflits. Eh bien, Gaëtan, c'est depuis Addis Abeba, capitale de l'Éthiopie, siège de l'Union africaine sur la situation de l'enfant congolais dans les zones, plutôt j'allais dire, où elle prend part au sommet sur l'éducation en Afrique. La députée nationale Christelle Vwanga, élue de la circonscription de Lafuna dans la ville de Kinshasa, représente les parlements congolais, particulièrement la Chambre basse, à ses assises axées sur des questions de l'éducation à l'échelle continentale. Prenant la parole à cette grande messe, l'élu de Lafuna a interpellé sur la nécessité de réadapter les programmes scolaires africains aux réalités locales. Et à l'Assemblée nationale, la plénière a validé le mandat de 477 députés de la 4e législature. Tout justement, Gaëtan Kouba-Boranzi, parmi ces 477 députés figure l'élu de la ville de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga, les députés nationaux Shekin Malandji, qui peut désormais siéger à l'Assemblée nationale. Gaëtan, au cours de la plénière tenue lundi 12 février, l'Assemblée plénière a validé les pouvoirs des 477 députés nationaux proclamés provisoirement élus par la CENI. Au nombre de ces députés nationaux dont les mandats étaient validés figure Shekin Malandji, revêtu de ses immunités. Les députés nationaux promettent de travailler pour l'intérêt du peuple congolais en général et particulièrement de ses électeurs de la ville de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Et pour terminer, suspendu puis viré de rayon sport de Kigali, Héritier Luvumbu a été accueilli en héros à Kinshasa. Main sur la bouche, doigt sur la tempe, c'est le geste qui a coûté la résiliation du contrat d'Héritier Luvumbu et les clubs rwandais, Rayon Sport. Gaëtan à la une des forums des As. Il est écrit suspendu puis viré des rayons sport de Kigali. Héritier Luvumbu accueilli en héros à Kinshasa. Et bien Gaëtan, les footballeurs congolais Héritier Luvumbu a regagné Kinshasa sain et sauf hier mercredi 14 février, arrivé dans les après-midi en provenance du Rwanda via Goma au Nord Kivu. Son retour dans la capitale congolaise fait suite à sa suspension de 6 mois par la Fédération rwandaise de football et à la résiliation de son contrat avec les FC Rayon Sport de Kigali pour une célébration début jugé politique. À son arrivée à l'aéroport international d'Njili, Luvumbu était accueilli chaleureusement par les ministres des Sports et Loisirs François Kabulo, Mwana Kabulo, témoignant de l'importance à cette affaire pour les pays. Merci beaucoup Moïse Tchamala pour cette revue de presse. C'est moi qui vous remercie, Gaëtan Kouba-Boranzi. Et c'est par ici donc, madame, monsieur, que va se refermer ce journal. Merci à vous également de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.